bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette réunion dans ce lieu un peu inhabituel, peut-être pas pour tout le monde, mais pour plusieurs d'entre vous. Et on a comme sujet préparé par Anne-Marie quels enseignements tirer des Jeux Olympiques de Paris, de sa charte sociale. On n'est pas les premiers à le faire, mais on le fait d'une façon bien orientée vers les enseignements de prévention et essayer de voir ce qui peut être fait pour le futur. Et puis on profite de l'actualité pour écouter le ministère du Travail, on va le laisser avec vous, pour profiter dans l'actualité des grandes dernières orientations sur lesquelles il nous faut méditer, mais par la suite surtout agir. Donc merci à vous, et Anne-Marie va, comme d'habitude, conduire notre réunion. Mais oui, avec la directivité qui me caractérise, donc pardonnez-moi. Donc merci à vous tous, merci à vous d'être là, merci à vous qui êtes en bout de ligne en ce moment, et puis qui allez être en bout de ligne, parce que ce qu'on a remarqué, c'est que finalement c'est quasiment moitié-moitié. C'est quasiment moitié-moitié, et que il y a les présents participants qu'on remercie moultement, parce que c'est quand même la veille des vacances, et que c'est extrêmement intense globalement d'être là, sur les enseignements durables des Jeux Olympiques, et surtout donc effectivement les priorités du ministère du Travail, je dirais, qui d'un œil attentif par la DGT, les DRIEX, et puis finalement aussi par la RAC, et puis par nous tous, à observer et suivi ces Jeux tout à fait prêts pour en tirer des enseignements, j'allais dire, à la fois pour la suite et pour les prochains Jeux, pour les grands chantiers, mais aussi pour, finalement, globalement pour le quotidien, et le quotidien qu'on connaît nous tous. Alors, je vais d'abord, si vous voulez bien, vous présenter, merci à elle et eux, et alors là, on respecte parfaitement la parité, bravo. Et donc, nos intervenants, merci à vous d'être là. Donc, on commence par la majesté, mais pas que majestative, par Marie-Lise Cartonzito, donc qui est ici présente, et qu'on remercie, qui représente, lourde charge de représenter à la fois la ministre du Travail, très engagée sur tous ces sujets, et puis plus particulièrement bien sûr la DGT. Vous occupez de la sous-direction des conditions de travail, de sécurité et de santé, donc à la DGT, que vous copilotez en tant qu'adjointe là, et vous avez le titre, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais je le redonne, de directrice du travail, et c'est une chose importante, avec un cursus. Donc je crois qu'il faut qu'on se tienne bien ici, parce qu'on est deux, vous êtes au moins deux. C'est un grade. C'est un grade, voilà, c'est un grade, à être passé par Michel Pavou, non, par l'inspection du travail. Donc merci à Marie-Lise Cartonzito d'être là. Alors on continue dans la solidarité féminine. Sandrine Aboubadra Poli, donc merci à vous, vous représentez, vous dirigez plutôt l'ARAC Île-de-France. Alors je veux dire qu'effectivement l'an dernier vous avez dû être un peu à la fois au moulin, à pouvoir à la fois observer, suivre et tout ça, et donc il y a que vous représentez, si on peut dire, dans cette assemblée, enfin on est tous un peu tout, mais une partie essentiellement opérationnelle, d'aide au pilotage concret de l'amélioration des conditions de travail sur le terrain, sur l'Île-de-France, mais pas que, puisque l'ANACT est quand même un vaste réseau. Alors Franck Morel, vous avez intérêt, si je peux me permettre, de connaître cette crypte, et donc on vous a déjà en photo sur ces murs-là. Donc Franck est avocat de cabinet Fichy associé. On a dû nous se rencontrer il y a des lustres. Je crois que vous étiez avec Bertrand à l'époque. J'étais conseiller d'Xavier Bertrand. Voilà. Oui. Et donc ça devait globalement être. Oui, moi je ne dis pas de bêtises, c'était juste après quelle guerre à ce moment-là. Et puis aussi il a été conseiller social à Matignon. Et les dernières fois où on s'est vu, je dirais que c'était sur justement les questions de pénibilité, d'anticipation de pénibilité et du vieillissement. Merci Franck qui est là. Et j'en profite pour dire qu'il vient de sortir un excellent ouvrage que je n'ai pas encore lu, mais que je ne vais pas tarder à lire. J'en ai lu des critiques, qui s'appelle, qui est un titre très provocateur, dont vous parlerez tout à l'heure. Michel Ledoux. Alors j'ai tendance à vous dire, mais c'est pas très sympa, que vous êtes le grand méchant loup, mais c'est vrai que vous faites partie de ceux qui font de temps en temps peur à certains
employeur qui pourrait ne pas être complètement dans les clous qu'il faut. Donc, Michel Ledoux, nous on se connaît de plein de trucs, je sais plus comment, mais depuis un certain temps, comme Gary Canon. Et voilà, merci à vous d'être là. Et donc, sur la façon dont on va regarder donc, ces questions, ces doubles questions, donc à la fois de ce que sont finalement les priorités réaffirmées de la ministre et du ministère du Travail sur toutes ces questions, à la lumière des enseignements des Jeux Olympiques de l'été dernier. Voilà, on a choisi, par rapport à nos précédents exercices, d'être avec un peu, et pardon, un regard d'autorité, c'est-à-dire que vous incarnez quand même quelque part l'autorité, et que si on peut globalement se féliciter des résultats, en tout cas sur un périmètre bien défini des JO, je veux dire que quand on fait la comparaison, j'ai essayé de regarder ce qu'était par exemple accident mortel, JO, périmètre restreint, super génial, super génial, il y a toujours trop d'accidents, mais en tout cas beaucoup moins d'accidents graves et mortels, et pas d'accidents mortels. Quand vous faites une pige pour regarder ce qu'ont été quand même pendant cette même période sur le reste, j'allais dire de la France, les accidents, et ben c'est pas globalement complètement le cas. Voilà. Donc 2 mots sur nous, juste comme ça. Nous on est tout petit, donc vous nous voyez là, on ne tient pas beaucoup plus que là où on est, donc c'est tout dans cet espace, mais néanmoins on est tonique, on existe depuis 2006 sur cette question, et je dirais que le plus important, c'est ce que vous voyez affiché, c'est le tiret entre santé et travail. C'est-à-dire que nous, on n'est pas santé au travail du point de vue réglementaire et technique, mais sur la santé globale et les interactions, j'allais dire, des deux côtés entre la santé et le travail. Alors, où on en est, nous, de ce côté-là, je dirais que c'est la 3e occurrence, si on peut dire, à propos de la dynamique de la charte sociale. Pour des raisons, je dirais, diverses, je vais dire d'encore, si se trouve que moi je connais depuis longtemps et qui m'a filé sur d'autres terrains de droits de l'homme, un vieux coup de main qui était Bernard Thibault, qui est le porteur et l'impulseur de la charte, et donc, je dirais qu'avec lui, avant les Jeux Olympiques et après, on a tenté d'en tirer un bilan, et donc on a eu à la fois, si vous avez le temps, vous pouvez regarder les regards, on a eu à la fois un premier exercice en mars et un deuxième là, j'allais dire centré sur ce qui est plutôt notre pratique habituelle, c'est-à-dire de détecter les bonnes pratiques. Qu'est-ce qui avait été et qui avait été vertueux, si tant est qu'on puisse le dire ainsi, en tout cas positif et proactif dans ces questions de conditions de travail et de sécurité. Je vais peut-être vous surprendre un peu, mais vu le nombre d'entreprises, eh ben, ça n'a pas été simple du tout. Alors qu'il y a quand même beaucoup de monde là, et donc, parce qu'on voulait aussi, c'était un peu les remercier. Donc aujourd'hui, notre truc, c'est les priorités du ministère du Travail, à l'issue de ça, et sur les 2 pieds, à la fois l'opérationnel, et puis donc le juridique, et je dois dire le judiciaire, et pour vous dire les choses, je vais remonter ça tout de suite, on a été beaucoup aidé. Enfin bref, je trouve que vraiment Marie-Claire, Marie-Lise, Bertonzito, elle a vraiment un don de préscience tout à fait juste, parce que quand on a choisi les 3 thèmes qui sont les accidents graves et mortels, qu'on va voir aujourd'hui, la question des chaleurs extrêmes, finalement de ce qu'est l'impact du changement climatique, là, et puis le 3e qui était malheureusement pour l'actualité des jeunes et l'intégration des juniors au travail, vous avez vraiment eu, plus pardon de dire les choses trivialement que les creux, puisque en plus en ce matin, pour bien orchestrer les choses, on a une circulaire nouvelle qui est sortie, dans le sens juridique et dans le sens finalement d'un regard pénalisant, enfin de pénal, beaucoup plus important sur ces questions-là. Tout ça vous le retrouverez sur le site, globalement, si vous le souhaitez. Et ce que je voulais vous montrer là, j'ai mis du temps, pardon, à le comprendre, j'en étais juste devant, pardon. C'est pas très clair mon truc, alors pardon, parce que je peux vivre alors que c'est pas...
Voilà, le périmètre des vigilances là-dessus en matière, par exemple, j'ai pris les Jeux Olympiques là. Vous avez, je dirais, finalement, on a 3 cercles, sauf que c'est des ellipses, mais finalement, c'est assez ça la géométrie humaine, c'est qu'elle est toujours un peu variable. Le premier qui est celui, j'allais dire, du dur. C'était le périmètre qui était cornaqué, si on peut dire, par la Solidéo, donc la société de livraison des ouvrages olympiques. Donc vous savez, je trouve que c'est intéressant, c'est une structure éphémère qui a été créée pour ce pilotage-là. Et là, l'intérêt, donc en gros, ça recouvrait qui? C'était, pendant 5 ans, à peu près 30 000 bus, à peu près 30 000 opérateurs et acteurs pour construire tout ce qui était les éléments du dur, c'est-à-dire le village olympique, les infrastructures et l'ensemble. Là-dedans, à peu près 30 000 opérateurs, ça a duré 5 ans, c'était sur 2000 entreprises. Je dirais que là, Paris gagne. Et là, avec ce qui est écrit en bas, que j'aurais dû mettre en blanc, mais que je vous dis c'est d'importance, avec des engagements contractuels signés. C'est-à-dire que vous aviez, certes c'était annexé, vous aviez signé au contrat qui liait les entreprises donc, qui avaient pris les ordres là-dedans, des engagements avec une déclinaison de la charte sociale et une déclinaison de la charte sociale sur les domaines sécurité. Alors là, on a 2 grands acteurs. Solidéo, avec à sa tête, vous vous souvenez peut-être Nicolas Ferrand, on va retrouver bientôt, parce qu'il est passé chez Orano, et qu'il y a un énorme chantier qui est en train d'être annoncé sur ces questions-là, qu'on va le pousser sur la même pente. Et puis l'OPVTP, qui était en fait, le bras armé, si on peut dire, sécurité de ce côté-là. Là, c'était vraiment bien. Après, vous voyez, donc mes ellipses, elles sont de trucs de plus en plus flous. Donc ensuite, on a ce qui a été, si je peux mettre, durant les Jeux Olympiques, du périmètre COJO, du périmètre donc du comité d'organisation de ces Jeux. Là, c'est beaucoup moins net, c'est-à-dire qu'en gros, on a eu plus de 200 000 opérateurs, des acteurs qui sont là-dedans. Ça a été plus court, puisque c'était centré entre les 3-4 mois immédiatement avant, après, ou un peu plus large. En gros, 20-30 000 entreprises. Là, le bilan est beaucoup plus, en matière de sécurité, beaucoup plus difficile à établir. Je n'ai pas les chiffres pour vous dire les choses de ce côté-là. Et vous avez là-dedans, vous avez peut-être suivi la polémique, mais vous aviez tout un truc où la Cour des comptes n'est pas très d'accord sur combien c'est, est-ce que c'est 4 milliards, est-ce que le premier c'est 4 milliards, est-ce que c'est 5 milliards, est-ce que c'est 6, est-ce que c'est 2 fois 6, bon voilà. Et puis vous avez tout le reste des activités professionnelles qui étaient impactées, qui ont toutes été impactées depuis le troquet du coin, où on les entendait à côté d'ici hurler parce qu'ils étaient fermés avant, mais après, voilà. Et quel impact ça a pu avoir. Et là, ce qui est intéressant de regarder, si je peux me permettre, juste pour vous dire en 3 mots, ce qu'on avait fait dans nos 2 précédentes éditions. On a pris encore une fois des exemples terrain. On a eu du mal, à trouver les bons exemples parce qu'on voulait du concret, des indicateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement. Et donc on en a pris, vous voyez, finalement dans les 3 exemples. Le premier, c'est l'OPVTP, et oui, là, c'est clair, ça a donné les résultats qu'on connaît là maintenant. On avait un autre qui était à cheval, j'allais dire, sur les infrastructures, le dur, parce qu'il fallait par exemple déplacer les pilotes, donc quand on déplaçait les pilotes, c'est du dur. Et puis vous aviez, après, assuré pendant toute la durée, donc j'allais dire 1 mois avant, 1 mois après, l'alimentation, ce qui fait des bruits bizarres, hein. L'alimentation, il faut peut-être que je remonte, l'alimentation en électricité. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro. Est-ce que tu peux lui couper la chic? Et puis on a eu dans le même style, mais là qui était partenaire, mais pas du tout dans le périmètre, la Poste. Là par exemple c'est très intéressant parce que le quotidien des facteurs, disons en gros essentiellement des postes, mais de toute la logistique qui était autour, était directement impacté et pouvait l'être notamment s'il y avait, parce que tout le monde a craint, rappelez-vous les psychoses qu'on avait avant, s'il y avait des attentats ou autres. Et donc ils ont fait une action, un programme de formation notamment de leur truc absolument génial. Et puis il y a eu, alors je la cite parce qu'elle était très importante et que votre quasi-homologue Driette Île-de-France a été beaucoup là-dessus et notamment au titre de l'inspection du travail, mais l'autre qui était l'événementiel. Là, c'est le pendant du dur. Si vous restreignez, et ce qui est normal, le dur à ce qui est recyclable et utilisable, c'est que vous allez avoir de plus en plus de structures éphémères à monter. Et donc là, ça a été l'un des gros problèmes du truc. Voilà. Donc je voulais vous dire ça parce que ça c'est important pour la vigilance. Après, quand on a, donc pour vous dire, quand on va les embêter, les suivants, les Alpes 2030,
La Solidéo, je dirais les engagements sont clairs. Le COJO, je dirais que c'est bien que tous les acteurs, et notamment tous les préventeurs, soient un peu vigilants là, parce que théoriquement, dans l'affichage, j'allais dire externe, c'est quand même pas mal qu'il y ait aussi des engagements de ce côté. Voilà, et donc on va en venir, si vous voulez bien, le cœur de nos priorités et de nos nouvelles prescriptions. Alors, je vous suggère, mais encore une fois, comme tout ce qui est suggestion et comme je suis loin d'eux, si ils me donnent des coups de pied, je ne les aurai pas, tant mieux. Mais on peut les suivre ou ne pas les suivre. Mais donc les trois grandes priorités que Mme Capranzito, vous aviez choisies quand on a préparé les choses, c'était effectivement de fond les accidents du travail graves et mortels, parce que c'était une occasion de s'appuyer sur ces questions-là pour réaccentuer les choses. La question qui maintenant monte, qui est le travail sous exposition, la chaleur et chaleur importante, et là aussi on a encore une fois un encadrement réglementaire qui est en train de venir, et puis la question des jeunes et de la formation sécurité. Voilà, donc si vous voulez bien, ça va être à vous, donc je vous passe la parole, j'arrête le partage pour que on se centre sur... Alors, est-ce que je peux être désagréable comme je le suis d'habitude? Bonjour à ceux que je vois, Jean-Marie, Philippe Magne, Tim Stimovski, que je ne connais pas, mais c'est très sympa qu'il soit là. En vous demandant de couper vos caméras, parce qu'on a bien... c'est pas sympa du tout, hein. On a une question de bande passante, et comme dirait l'autre, moins on est là, et meilleure sera la qualité, globalement, pour le replay. C'est à vous, si vous voulez bien, à vous, alors attendez, ne bougez pas, il faut que je transporte, voilà, donc bien sûr on le laisse entre vous, ce serait très bien. Merci pour votre invitation à échanger sur ces sujets qui sont d'intérêt pour le ministère du Travail. Et premièrement sur le sujet de la prévention des accidents du travail graves et mortels. Alors c'est une priorité importante pour le ministère du Travail depuis de longues années. Nous avons d'ailleurs un plan d'action, d'un plan de prévention contre les accidents du travail graves et mortels qui a été élaboré en 2022 et qui s'inscrit dans le cadre du plan santé au travail 4 et qui a fait l'objet d'une revoyure en 2024, en avril 2024 par Madame Vautrin qui était alors ministre chargée du Travail. Et le sujet a été également redynamisé par Astrid Panosyan-Bouvet, ministre chargée du Travail cette année, le 3 février, à l'occasion d'un CNOCT. Donc c'est tout ça pour dire que en fait, la prévention ATGM était une vraie priorité pour le ministère du Travail et sous l'égide des ministres successifs, il y avait une vraie volonté politique d'avancer sur ces sujets d'importance. Et la sinistralité que l'on observe en matière d'accidents du travail mortel montre l'intérêt à agir sur le sujet, puisque malheureusement, si les accidents du travail baissent en nombre dans leur ensemble, les accidents du travail mortels restent à un nombre important. On en a dénombré 810 l'année dernière, régime général et régime agricole. Voilà, donc c'est quelque chose vraiment sur lequel il faut agir. Alors sur le CNOCT, en février 2023, le CNOCT est une instance qui réunit des préventeurs, l'ensemble de l'écosystème de la santé et sécurité au travail. Donc les préventeurs, l'ANACT, l'INRS, voilà, enfin, l'ensemble des préventeurs institutionnels, mais également les partenaires sociaux. Et ça permet en fait d'échanger sur ces sujets d'importance. Et Astrid Panosyan-Bouvet a tenu à relancer lors du CNOCT du 3 février dernier la dynamique sur la prévention des accidents du travail graves et mortels. Elle avait convié Bernard Thibault et Dominique Carlac, qui étaient à la manœuvre de la charte sociale des Jeux Olympiques, pour qu'ils puissent délivrer un retour d'expérience à l'ensemble des participants, puisqu'en effet nous avions observé que la sinistralité sur les chantiers des JO, les chantiers de construction des infrastructures, avait été divisée par 4. Donc voilà, donc l'idée c'était d'identifier les leviers sur lesquels nous pouvions agir, et Astrid Panosyan-Bouvet a annoncé des mesures en fait sur lesquelles la DGT a travaillé depuis
pour avancer. Et puis voilà, donc les leviers, en fait, ça semble assez classique hein, quand on s'occupe de santé-sécurité, mais malgré tout, il y a un sujet d'effectivité, c'est l'évaluation des risques, hein, le document unique d'évaluation des risques qui n'est pas qu'un document qui doit rester en sommeil, mais qui doit porter une vraie dynamique de prévention dans les entreprises. Il y a la formation, on va en parler, des salariés, mais également de l'encadrement. Alors pour les salariés, il y a la formation surtout des jeunes et des nouveaux arrivants en poste, puisque la sinistralité augmente inversement, de manière inversement proportionnelle à l'ancienneté dans le poste. Il y a l'implication aussi il y a un travail aussi à mener sur la commande publique que Astrid Panizon-Bouvet a annoncé. Et il y a aussi donc cette instruction que vous avez mentionnée tout à l'heure, hein, qui est un aboutissement en fait, hein, des annonces qui avaient été faites par la ministre. Et cette instruction en fait fait le lien entre répression et prévention, puisqu'elle permet de mobiliser, alors elle a été conçue en concertation avec le ministère de la Justice, et elle permet de mobiliser davantage, l'inspection du travail est déjà très mobilisée hein, sur le sujet des accidents du travail graves et mortels, mais de renforcer la coordination entre les services judiciaires et l'inspection du travail, pour par exemple cette instruction traite de la transaction pénale et invite à aller davantage sur cette mesure qui permet d'obtenir aussi la régularisation de situation et donc une amélioration du niveau de sécurité dans les entreprises concernées. Donc voilà, je ne vais pas être plus longue parce que c'est l'essentiel de la dynamique. Oui, en fait, le message essentiel, c'est vraiment que le ministère du Travail et la sous-direction des conditions de travail dont je suis l'adjointe met en œuvre les priorités qui sont ministérielles et il y a une vraie intention sur le sujet pour progresser. Oui, sont fortes et s'appuient d'un certain côté aussi sur ce qui a été justement ces enseignements, parce que effectivement, je vois quand ils ont fait depuis mai dernier d'ailleurs le retour sur le retour sécurité finalement là-dessus, et de dire effectivement l'accidentologie a été divisée par 4, c'est quand même un très très gros succès. Alors toutes les raisons du monde, et alors vous, si je peux me permettre, Sandrine qui avait observé, vous avez observé tout ça, il faudrait tourner la caméra vers Sandrine si tu peux. Oui, c'est bon. Voilà. On peut tout faire. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qu'il faut qu'on coupe la chute, j'ai l'impression. Alors, oui, Katja Schweiger, j'en profite, me demande si il est prévu de diffuser mon support. Oui, mais il y a 4 slides, hein, ça ne sera pas très très long, mais oui, il y aura effectivement le support, et puis il y aura un compte rendu, mais il faut me laisser le temps de le faire, parce que même il faut que je prenne le temps de le faire, et donc voilà. Alors, on passe maintenant si vous voulez bien, à interlocuteur actif, voilà, et donc on vous a, et c'est très bien. Alors, vous, du point de vue, j'allais dire à la fois de votre point de vue personnel et du point de vue Île-de-France, mais en même temps du point de vue de l'ANACT et globalement de la RAC, je dirais un peu question en deux temps, à la fois vous, quels enseignements à l'observation ou à l'action vous avez tiré de cette période à la fois complètement souterraine pendant les 5 ans avant et puis après pendant les 3 mois là, voilà, quel enseignement vous en avez tiré, et puis aussi qu'est-ce que vous attendez finalement de l'appui j'allais dire légal Alors, c'est vrai que nous on se situe sur le volet prévention uniquement, et effectivement on est sous tutelle du ministère du Travail, de la DGT en particulier. Donc un opérateur qui mettons en œuvre un certain nombre d'actions de prévention des risques professionnels, et notamment effectivement la déclinaison du PST, du plan santé au travail et du plan ATGM au niveau régional, pour ce qui est de la RAC Île-de-France. Alors effectivement, au-delà de l'accompagnement des entreprises sur le DU, puisqu'aujourd'hui elles sont quand même, il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne l'ont pas actualisé, qui ne l'actualisent pas. Le document unique d'évaluation des risques. Absolument, voilà. La formation, on pourra y revenir notamment sur les jeunes, mais effectivement c'est un levier central. Vous l'avez dit, les managers, la formation des managers, c'est notamment les encadrants de proximité, parce qu'on voit bien que ces encadrants, enfin souvent les entreprises, les dirigeants, ils ont bien intégré le cadre réglementaire de leurs obligations, mais après c'est comment ça se décline sur le terrain, en situation de travail. Et c'est ça un peu l'approche
de notre établissement, c'est effectivement d'être vraiment sur des situations de travail. Et donc les enseignements qu'on peut en tirer, en fait, c'est que voilà, ce qu'on préconise, c'est une approche intégrée de la prévention, une approche partagée de la prévention des risques, pour mieux effectivement anticiper et éviter les accidents du travail, et notamment graves et mortels. Et ça repose sur, d'une part, enfin, c'est ce qu'on porte beaucoup, hein, c'est l'écoute des travailleurs, et notamment faire en sorte que ce sujet-là soit bien sûr un sujet de spécialiste, un sujet d'expert, mais soit aussi un sujet des acteurs de terrain, des salariés eux-mêmes, des managers, et qui soient formés sur ces sujets, et qui puissent identifier les situations les plus à risque pour trouver ensemble des solutions. Donc c'est développer des espaces de travail, développer des espaces de discussion sur le travail. Et précisément durant cette période, tout à l'heure moi je vous dirais, en vous disant, pardon c'est aussi mon job, c'est mais moi quelquefois j'observe l'inverse. Vous observez l'inverse. J'observe l'inverse, c'est-à-dire que j'observe quelque part, soyons peut-être un peu méchants, quelque part peut-être plutôt dans les grandes structures, vous avez quelquefois plus de considération terrain de la part, j'allais dire, des managers terrain et de compréhension de ce que sont les vrais enjeux là. Alors, c'est peut-être un peu de votre public aussi. Compréhension, mais peut-être aussi manque d'outillage. Voilà. C'est ça qu'il faut sans doute renforcer, développer, c'est-à-dire qu'on parle, comment dire, parler des situations de travail est encore pas aussi évident que ça. Alors je vais prendre un exemple qui n'est pas complètement directement lié on est beaucoup sollicité sur ce sujet aujourd'hui à l'ANAC, c'est la question de la charge de travail, qui peut concerner tout type d'entreprise, beaucoup dans le tertiaire, mais quand même qui concerne de plus en plus d'entreprises de toute nature. Et effectivement, régler des questions de charge de travail, ça passe notamment par le travail, outiller les managers pour qu'ils puissent effectivement trouver des solutions avec leurs équipes. C'est rarement du prescrit, enfin si, il y a le prescrit, mais si on est exclusivement sur des situations où le haut, le bottom de la hiérarchie qui effectivement apporte des solutions sous forme de tableaux de suivi, etc., et bien on passe à côté des vraies solutions. Et les vraies solutions, ça passe effectivement par la formation des managers pour trouver ces solutions. Ça peut être après des espaces de régulation vraiment plus proches du terrain. Donc voilà, on accompagne pas mal d'acteurs sur ces sujets. Et peut-être ça m'amène à... Alors c'est peut-être un peu théorique ce que je vais dire, mais en fait il y a la sécurité réglée, c'est-à-dire effectivement les règles qui sont absolument essentielles, nécessaires, mais après la sécurité finalement ça doit s'intégrer aussi aux gestes professionnels de chacun. Et c'est ce qu'on appelle la sécurité justement gérée, c'est-à-dire, et on y reviendra peut-être pour les jeunes, mais cette sécurité gérée, elle s'acquiert finalement avec l'expérience. Avec l'expérience, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Je reviens à ma question, pardon, je vous interromps tout le temps parce que on va se Est-ce que vous avez observé durant cette période-là ou pas? Parce que, quand on dit Solidéo, construction en dur, on voit effectivement tout ce qui, et non seulement ce qui est le bâtiment, mais tout ce qui gravite autour de ça. Et donc là-dedans, il y a des petits, il y a des grands, il y a globalement un peu tout. Et puis il y a, pendant la période en question, il y a tout, y compris les services les plus obscurs, mais les plus indispensables, que sont, je dirais, la propreté, l'acheminement de l'eau, voilà. Est-ce que vous avez observé un effet, quel qu'il soit, durant cette période donc, très intense, à ce moment-là? Alors, moi je ne suis pas suffisamment bien placée pour y répondre, donc d'où effectivement... Je vous pose la question qu'elle est difficile. Voilà, elle est difficile. Par contre, je pense que le chemin il est encore long, c'est-à-dire effectivement, on en parlait un peu en début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se préoccupe de ces sujets. Aujourd'hui, c'est un énorme sujet. Aujourd'hui, il y a des articles tous les jours sur le sujet de cette prévention des accidents graves et mortels. Mais il y a encore pas mal à faire si on revient sur la formation. Par exemple, proposer des formations entre les managers, conjointes, managers et salariés, pour justement échanger sur des vraies situations de travail. Il me semble que c'est vraiment un des leviers importants. Et oui, moi ce que je retiens de ce que vous dites et à vous écouter là, c'est que ce qu'on essaie aussi de faire, c'est que ça a été un peu un déclencheur
Et donc, déclencheur plus, si je peux me permettre, l'impulsion que vous donnez, Maître Ledoux, Michel, si je peux me permettre, vous, alors là aussi, sur ce que vous avez ou observé ou pas, d'ailleurs, parce que comme aurait dit Marchais, qui était montant, mais vous voulez, je pose des questions, mais vous avez absolument le droit de répondre à autre chose. Moi, ça fait 30 ans. Des avocats nous diraient ça. Oui. Moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille sur ces sujets. Bon. Et je vais quand même tenir un propos un peu optimiste, parce que c'est vrai que depuis une trentaine d'années quand même, je trouve qu'il y a quand même une amélioration. On en parlait effectivement tout à l'heure, la santé physique et mentale est maintenant au cœur de la vie professionnelle. Auparavant, on parlait d'emploi, mais la santé au travail était souvent sous-traitée à un préventeur, mais ce n'était pas complètement un vrai sujet. Depuis maintenant un certain nombre d'années, il y a quand même eu des problèmes. Les problèmes sur lesquels on bute, déjà, vous l'avez dit, c'est l'effectivité de la prévention. L'effectivité et l'efficacité de la prévention. Dans les entreprises les plus sophistiquées, on a des règles, on a des préventeurs très compétents, mais est-ce que pour autant, sur le terrain, les règles sont effectivement appliquées? Est-ce que la prévention prévue est efficace? C'est une paire de manches. Et puis, on a plein de problèmes, qui sont d'ailleurs en train d'être pris en compte par la jurisprudence. Pendant des années, dans les entreprises, on s'intéressait finalement à ses propres salariés. Ses propres salariés. Il y avait les gars de chez nous et les gars pas de chez nous, qui avaient des employeurs. C'était le problème de leurs employeurs, notamment des fameux sous-traitants, de gérer ces sujets-là. Aujourd'hui, on a pris conscience, d'ailleurs la Cour de cassation s'est chargée de le rappeler, que l'obligation de sécurité concerne les travailleurs. Et là, on commence à rentrer dans le sujet. Les travailleurs, c'est qui? Salariés temporaires, stagiaires, et tous les gens qui travaillent à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur. Et là, notamment, les sous-traitants. Et énormément d'accidents qu'on traite tous les jours ressortent d'un défaut de gestion de la coactivité. Les plans de prévention, les protocoles de chargement et de déchargement, tout ça est à l'origine d'une multitude d'accidents. Les plans de prévention sont rarement précédés, comme nous l'exige, par une inspection préalable commune. L'inspection préalable commune, elle n'est pas destinée à faire le devis, elle est là pour évaluer les risques liés à l'interférence des activités. Donc on a ce gros problème de gestion de la coactivité. Énormément d'activités aujourd'hui se déroulent en situation de coactivité précisément. Bon. Et puis on a parlé du document unique. Bon. Il faut être sérieux, le document unique, qui souffre, à mon avis, de deux pathologies. Je plaisante un peu, l'obésité ou l'anorexie. Les documents uniques obèses, plus personne ne lit rien aujourd'hui. Je dis sous forme de provocation, il faut être un pervers pour lire un document unique tel qu'il existe dans certaines entreprises. Bon, tout ça n'est pas très sérieux. Quant à l'anorexie, les gens qui achètent un document unique 99,99 € sur Internet, bon, tout ça, alors par contre, ce que je trouve très positif, mais c'est le fameux PAPRIPACT. Je trouve plutôt pas mal, puisque PAPRIPACT, c'est le programme d'action annuel. On va lister quelques opérations, on ne va pas s'engager sur tout, on va choisir des risques fondamentaux, on va les calibrer, on va les financer, et on va les traiter. Ça, c'est concret. Ça, c'est concret. Et le problème du document unique, c'est qu'on a un document unique, la moitié des entreprises n'en ont pas d'ailleurs, bon, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Alors ça rassure le préventeur, qui a la ceinture, les bretelles, le parachute, tout ce qu'il faut, mais tout ça n'est pas... Le pantalon élastique. Le pantalon élastique, tout ça n'est pas fondamentalement opérationnel. Et puis c'est vrai que je lisais un petit peu les objectifs du ministère du Travail. Il faudrait qu'il y ait une réponse rapide, judiciaire rapide. Bon. Je vais vous donner l'exemple. Hier, je plaidais dans la cour d'appel de Dijon. Un jeune de 25 ans, charpentier, tombe de 4,80 m, pas d'échafaudage évidemment, rien du tout. Il se fracasse la tête contre le pied d'un été, donc il est mort. Figurez-vous que l'accident date de 2017. On a plaidé hier dans la cour d'appel en 2025. Vous imaginez la situation, la réponse en matière pénale, on sait bien qu'une réponse rapide est fondamentale. La réponse rapide, alors c'est pas automatiquement des sanctions, mais on en a parlé, des transactions avec l'inspection du travail, quelque chose d'extrêmement important. Et il y a d'ailleurs quelque chose que j'ai expérimenté à plusieurs reprises ces derniers temps. Je parle du tribunal de Bobigny, un substitut a mis en place un système, c'est qu'au terme de l'enquête menée par l'inspection du travail et les officiers de police judiciaire, il transmet aux parties, notamment les gens incriminés,
le résultat de cette enquête et il leur dit ce qu'il a envie de faire. Voilà, l'enquête là, je vais poursuivre telle personne. Et il demande aux parties de s'exprimer. Et ce qui permet déjà de dégrossir le dossier, et s'il y a des délégations de pouvoir, c'est le moment de le dire. Hein, et lorsque l'affaire sera évoquée dans le tribunal correctionnel ultérieurement, on va plus pouvoir botter en touche comme on le fait souvent, hein, en disant oui mais attention, on ne vous l'a pas dit, mais il y avait une personne titulaire d'une délégation de pouvoir. Tout ça fait perdre beaucoup de temps. Donc je crois qu'on peut dégrossir, si je puis dire, rendre plus efficace hein, la réponse pénale. Il n'y a pas que ça. Hein. On pourrait en parler à perte de vue. Moi je vais vous dire un truc, je ne comprends pas que dans les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les universités, on n'impose pas aux futurs dirigeants un enseignement en matière de santé et de sécurité. Je ne parle pas d'une sensibilisation, je parle d'un trimestre hein, noté, t'es nul en santé au travail, tu redoubles, dans lequel on apprendrait les bases de la responsabilité et les fondamentaux de la prévention. Parce que qu'est-ce qui se passe dans l'immensité des entreprises? On va sous-traiter, j'ai déjà dit, ce sujet-là à un préventeur. Alors oui, mais ça c'est facile, on délègue. Voilà. Alors, vous avez encore 30 secondes avant que ça soit franchement. Pardon, je suis désolé, mais je suis comme ça. Donc ça y est, 30 secondes. Ce que je veux dire aussi, et ça c'est que les préventeurs sont mieux et mieux formés. Hein. Ouais. Il y a 20 ans, c'était des anciens, plutôt que de les virer, on les collait à la prévention. Maintenant, on a des jeunes, des formations qui sont formés à la santé physique et mentale d'ailleurs maintenant. Donc on a quand même des préventeurs de bien meilleure qualité qu'il y a encore une vingtaine d'années. Donc il y a beaucoup de travail à faire, il n'y a pas qu'une seule solution, il y a plusieurs leviers sur lesquels on peut jouer, et à mon avis, on va continuer à améliorer la situation. Moi je suis quand même un optimiste. Ah bah ça a bougé, positivement. Voilà. Maître Morel, voilà. Merci beaucoup. Non, mais je suis d'accord avec tout ce qu'a dit mon confrère Ledoux, et notamment j'abonde complètement dans son sens lorsqu'il a évoqué la question de la formation des dirigeants, qui me paraît un sujet essentiel, parce qu'effectivement, une des clés, pas la seule, loin s'en faut bien évidemment, une des clés du succès dans la bonne appréhension de ces questions, c'est le fait que ça ne soit pas l'affaire que des spécialistes, que des techniciens, que des préventeurs, que des gens qui savent, entre guillemets, mais que ça soit l'affaire de tout le monde, et notamment de tout le monde dans la hiérarchie de commandement. Et pas que dans la hiérarchie de commandement interne d'ailleurs, parce que vous avez souligné fort justement la problématique des donneurs d'ordre, la problématique des sous-traitants, enfin la problématique... Oui. Voilà. On l'a vu d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant quand vous présentiez, Anne-Marie, tout à l'heure au début de votre propos, les 3 cercles concentriques, et que vous disiez, il y a le noyau dur, effectivement, et puis un peu au-delà, il y a le COJO, et puis un peu au-delà, il y a toutes les activités impactées, etc. Et évidemment, les données que l'on a sur la sinistralité avec des indicateurs satisfaisants le sont sur le premier cercle concentrique, c'est très bien. Mais un des points effectivement à surveiller, c'est le fait qu'on n'ait pas une situation où en réalité on a renvoyé la patate chaude, si je peux me permettre, on externalise les risques, à d'autres, voilà, à externaliser, parce que c'est un peu le problème, puisque vous le décriviez tout à l'heure, au contraire, effectivement, dans la question de la sous-traitance, hein, qui est bien commode, entre guillemets, et qui aboutit à des situations qui ne sont pas plus satisfaisantes. Alors, si j'en reviens à votre question de départ sur le fait, l'exercice consistant à essayer de tirer un certain nombre d'enseignements hein, de cette expérience et de tirer un certain nombre de pistes. Alors je vais faire un petit quart d'heure pas de publicité parce que je ne suis pas là pour ça, mais en tout cas j'évoque dans le livre que vous évoquiez, puisque je viens de sortir un livre que j'ai coécrit avec mon compère, pas confrère, mais compère, Bertrand Martineau, qui s'appelle « Le travail et la solution » et dans lequel on formule un certain nombre de réflexions et de pistes pour remettre un peu le travail au centre des réflexions et au centre des préoccupations. Et entre autres choses est évoquée notamment, pas que, mais la question de la santé et sécurité au travail. Moi j'ai envie de partager votre optimisme, d'apporter un élément de nuance peut-être sur la question des accidents mortels, puisque vous avez cité, je ne sais plus qui a cité le chiffre de 810, je ne sais plus si c'est voilà, qui est exact évidemment et qui est trop élevé, mais j'ai envie de dire qu'il faut, et on avait eu d'ailleurs une intervention il y a quelques mois ici même, hein, sur la question des éléments de benchmark. On souffre de l'impossibilité malheureusement de faire des vrais benchmarks, parce qu'on a des manières de calculer différentes d'un pays à l'autre,
c'est-à-dire est considéré comme accident mortel chez nous, ce qui ne va pas être considéré comme accident mortel, par exemple en Italie ou ailleurs. Et donc les comparaisons, la littérature qu'on peut voir des fois sur le sujet en disant oui mais en France on n'est pas bon parce que par rapport aux Italiens, par rapport à ceci, par rapport à cela, il faut la prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'évidemment on compare des choux et des carottes, c'est-à-dire on compare des choses qui ne sont pas comparables parce qu'on ne compte pas de la même manière. Alors ça ne veut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, bien évidemment, c'est pas le sens de mon propos. Le sens de mon propos, c'est que malheureusement, on ne dispose pas suffisamment d'éléments permettant d'évaluer complètement, et notamment en benchmark, effectivement, ce que l'on peut être amené à faire en termes de prévention. Donc c'est peut-être une première piste de travail sur laquelle il faudrait pouvoir avancer, c'est se doter plus encore de la capacité d'évaluer ce que nous-mêmes faisons et ce que nous faisons de manière comparée avec d'autres. Alors c'est un gros chantier, c'est quelque chose d'assez important, mais je pense que ça serait riche d'enseignements. Ensuite, deuxième élément, qu'est-ce qui fait, je ne pense pas qu'on ait une réponse ferme et définitive, ça serait trop simple bien évidemment, mais qu'est-ce qui fait qu'on a réussi, quelle est la chose qui fait qu'on a réussi à diviser de manière assez drastique la sinistralité? Moi j'ai envie de formuler une hypothèse qui est de considérer qu'on a fonctionné en mode projet. On a fonctionné en mode projet, c'est-à-dire on a fonctionné en mettant en tension un certain nombre d'acteurs, se sachant regarder et se sachant surveiller d'une certaine manière dans un cadre contraint. Et ça, c'est sans doute un enseignement intéressant. Vous savez, j'ai lu de la littérature sur toute autre chose qui était le fait qu'au moment des JO, on a été capable de déroger à telle norme et que donc on a été efficace. C'est vrai aussi. Et le sens du propos de ceux qui mettaient ça en avant, c'était de dire, bah, si on l'a fait pour les JO, pourquoi est-ce qu'on raisonne en mode dérogatoire et que sur les sujets où on a mis de côté une norme qui était gênante et où ça s'est avéré plus efficace, on ne peut pas le faire aussi dans d'autres domaines. Mais j'ai envie de dire un peu la même chose dans un autre domaine, dans ce cas-là. C'est-à-dire, si on a été capable de fonctionner en mise en tension, en mode projet, et en faisant en sorte qu'un certain nombre d'acteurs, dans le cadre d'un projet, se sachent regarder sur un gros projet national, d'intérêt national pour tout le monde, les JO, pourquoi ne serait-on pas capable de le reproduire à une échelle beaucoup plus micro, on va dire, sur des territoires, lorsqu'on identifie d'une certaine manière des projets de nature beaucoup plus modeste, bien évidemment. Mais je pense que c'est intéressant, parce que ça appelle quoi? Ça appelle bien évidemment, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, les leviers classiques de prévention qui existent, mais ça appelle à cerner, on va dire, le sujet à travers d'autres leviers. Vous avez parlé du levier de la commande publique, on pourrait parler du levier de l'image, du levier de la coopération entre acteurs, du levier commercial, tout bêtement, basiquement, entre les différents acteurs, etc., etc. Je pourrais évoquer aussi quelque chose que j'évoquerai tout à l'heure, qui est la question de la certification. Vous savez, en matière, dans un domaine qui n'a rien à voir, qui est le domaine de la formation professionnelle, on a quelque chose qui s'appelle Calliope. Calliope, c'est une certification qualité en matière de formation professionnelle. Si vous n'êtes pas certifié Calliope, vous ne pouvez pas proposer des formations qui bénéficient de fonds publics. Pourquoi ne réfléchirait-on pas, en matière de santé au travail, à des mécanismes qui permettent, il ne s'agit évidemment pas de se substituer à personne, à quoi que ce soit, etc. Mais à des mécanismes qui pourraient aussi, par exemple, s'appuyer sur des processus de certification. Dans ce cadre-là, par exemple, ça peut être un levier intéressant. C'est quelque chose qui avait été étudié par le CESE il y a quelques années. Le CESE avait rendu un avis sur la question, sur la place de la certification en matière de prévention des risques et de santé au travail. C'est quelque chose que je mets sur la table, c'est quelque chose qui me paraîtrait intéressant de regarder. Voilà. Alors après, il y a quelque chose que je vais dire qui est assez classique, basique, et qui rejoint ce que disait mon confrère Ledoux tout à l'heure quand il parlait, c'était amusant, le DURP à la fois obèse et anorexique. Effectivement, vous avez complètement raison, confrère. Une des difficultés du DURP, et vous l'avez dit, madame, tout à l'heure, c'est que c'est souvent perçu comme un pinceau administratif, alors que c'est tout sauf ça. C'est perçu, notamment par les petites boîtes. Oh là là, il faut qu'on se fasse de DURP, oh bah, ils veulent une page d'écriture, on va leur faire une page d'écriture. C'est toujours le problème entre le formel et le réel. C'est-à-dire, est-ce que ce que je veux, c'est qu'on me fasse une page d'écriture? Non, c'est pas ce que je veux. Parce que si on me fait une page d'écriture et puis qu'après on s'en lave les mains,
on n'est pas avancé. Certes, on aura une page ou 2 pages, enfin j'en sais rien, ou des pages, on aura rempli une obligation formelle, mais en réalité, on sera passé à côté de l'esprit, de la réalité, de ce qu'on vise à travers la démarche des DURP. La DURP, avant d'être un document, c'est une démarche d'évaluation qui doit normalement impliquer tout le monde. Et on en revient du coup à ce qu'on disait tout à l'heure sur la différence entre un exercice en mode projet, entre la mise en tension d'un ensemble d'acteurs et puis le fait d'avoir un écrit, quelque chose, voilà. Alors, ça pose une autre question qui est quasi philosophique. Hein. C'est la question... Allez, je conclue. Et du coup, je pose la question en conclusion, comme ça, voilà. Ça pose la question de l'interférence entre la problématique de la responsabilité, qui peut être un aiguillon nécessaire, bien évidemment, mais qui peut aussi polluer un peu parfois la manière dont on appréhende ces questions. Vaste débat. Merci à vous. Oui, pardon de vous couper là-dessus. Et toutes les pistes que vous indiquez, je vais bien, on va les reprendre tout à l'heure. On se laisse 20 minutes. Au final, j'ai 2 débats, d'échanges ou autres, et on a tous envie de sauter sur le micro. Je sais qu'on a là, je l'ai vu tout à l'heure, je le vois plus physiquement, mais c'est Patrick Benjamin avec qui on échange et que vous connaissez bien globalement là-dessus. Et effectivement, sur cette question, mode projet, ponctuel ou autre, il y aura plein de trucs à dire là-dessus. Alors, je pense on considère qu'on a fait un premier tour sur les accidents du travail graves et mortels, et sur ça globalement comme priorité. Oui, pardon, vous avez tous les droits. J'ai juste un regret, parce qu'en fait, on l'a pas dit, on l'a dit, mais sans vraiment le dire, il y a aussi le levier du dialogue social qui semble important à souligner, parce que la charte sociale, c'est une démarche des partenaires sociaux, il faut le rappeler. Et dans les mesures du CNOCT qui avaient été annoncées par la ministre du Travail, il y a la mobilisation, enfin les branches professionnelles sont appelées à se mobiliser sur le sujet de la prévention des accidents du travail graves et mortels. Donc là on parle de dialogue social de branche, mais il y a aussi le dialogue social en entreprise, et c'est des sujets dont les partenaires sociaux doivent s'emparer pour progresser aussi. Donc ça me semble aussi un levier. C'est très important. Voilà. Pardon, et merci de le rappeler, parce que c'est effectivement très important. Et pour vous dire les choses, c'était justement dans nos précédentes éditions 2 conclusions, et notamment que moi j'ai aussi poussé Bernard Thibault sur cette bande salonneuse-là, qui est au moins pour les prochains JO, et puis pour d'autres que globalement on verra après, c'est qu'il y ait une forme de prescription, je ne sais pas comment, mais de prescription, de saisie du dialogue social là-dessus. Parce que pour vous dire les choses, moi je vous raconte toute la pénibilité que moi j'ai eue, je vais dire mentale, en charge mentale, si on peut dire, pour mener tout ça. C'est que moi, mes copains, c'est pas les directeurs généraux, c'est plutôt au niveau les préventeurs de l'organisation ou autre, y compris au niveau du dialogue social, et qui m'ont dit, mais Anne-Marie, moi j'ai interviewé, disait mes potes, je ne vous dirai pas qui, ni où, mais les CSE des entreprises qui avaient contractualisé pour savoir et que dalle, le sujet de la charte sociale n'a jamais été évoqué. Un autre là aussi qui est là pour le coup plutôt dans une très grosse structure et qui est en position de cornaquer, si on peut dire, le dialogue social monde globalement là-dessus. Il m'a dit, mais Marie, moi j'avais mis des RH de partout. Et ben après, parce que je l'avais appelé après coup, et il me dit, et ben en fait non, le sujet n'a en tant que tel pas été évoqué. Et donc effectivement, on a une forme d'obligation de percolation sur les différents sujets. Pardon, c'est moi qui... ici c'est hystérique. Heureusement que vous avez dit ça, merci. 10 secondes. Est-ce que je peux prendre date pour évoquer tout à l'heure cette question, parce que je pense que c'est un sujet fondamental. Et je pense qu'il faut l'explorer un peu plus avant, parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. Et j'abonde complètement dans ce que vous dites. Tout à fait. Heureusement que vous êtes là, vous avez rappelé ça. Absolument. C'est essentiel. Essentiel. Alors, moi j'essaie péniblement de suivre mon ordre du jour et de passer là maintenant à l'autre question. Alors ici on est au frais, on est dans une température constante parce qu'on essaie de mettre sous terre, mais c'est pas le cas dehors, même s'il ne fait pas encore 35. C'est la question du travail en conditions de chaleur extrême, et les choses étant maintenant de plus en plus fréquentes. Avant on avait quelques jours, à la limite par an, comme ça. Là maintenant on peut avoir des personnes avec. Donc peut-être, si vous voulez bien, la parole est à vous aussi,
Bertrand Tito, sur cette question-là et pourquoi, encore une fois, l'occurrence fait qu'en ce moment, il y a un décret qui a été pris, par exemple, au mois de mai là-dessus, et qui est, je dirais, si je peux mettre l'intérêt, c'est qu'il est à la fois juridique, donc qui donne quand même, mais en même temps opérationnel, avec un certain nombre de guides, et ça c'est bien parce qu'on voit bien qu'on a les deux ballonniers là-dessus. Oui, donc je pense qu'il a échappé à personne que nous avons au ministère du Travail publié un décret, décret en date du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre le risque lié à la chaleur. Alors c'est un décret qui a été élaboré avec le ministère chargé de l'Agriculture et le ministère chargé de l'écologie et de l'environnement. Alors, il est entré en vigueur, ces principales dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet dernier et nous étions pour beaucoup de départements français en vigilance rouge, donc ça a eu le mérite de mettre en lumière les dispositions de ce décret qui apporte un cadre en fait à la mise en œuvre des mesures de prévention de l'employeur. Alors, pour rappel, parce que je pense que c'est important de le souligner, ça s'applique à tous les employeurs, quelle que soit leur taille, la taille d'effectif de l'entreprise, et ça concerne les postes de travail qui sont situés en intérieur et en extérieur. Donc c'est un décret qui s'applique très largement. Voilà, c'est vraiment un sujet qui est commun à toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité et toutes les typologies de postes. Bien entendu, tout le monde n'est pas exposé de la même manière aux risques liés à la chaleur. Alors c'est une volonté aussi, la politique, de sortir un texte sur le sujet. Ça avait été indiqué dans le plan de prévention contre les accidents du travail grave et mortel, et ça a été de nouveau affirmé dans le plan interministériel national d'adaptation au changement climatique, le PNACC 3 qui est sorti au printemps de cette année. C'est l'une des premières réalisations concrètes du PNACC 3. Voilà, donc l'idée c'est de s'adapter en fait à la situation, au changement climatique. Donc on parle maintenant plutôt d'adaptation, puisque tout le monde s'accorde à dire que les périodes de forte chaleur seront de plus en plus récurrentes et voire même de plus en plus intenses. Voilà, donc on renvoie avec ce décret premièrement à l'évaluation des risques. L'employeur est tenu d'évaluer les risques d'exposition de ses travailleurs à la chaleur. Alors les risques, ce que peut induire la chaleur chez les travailleurs, pour mémoire, parce que c'est aussi important de le rappeler, c'est d'abord une dégradation des conditions de travail, puisqu'il est clairement moins agréable de travailler par période de forte chaleur, les conditions de travail sont détériorées. Il y a un risque accru d'accident du travail aussi quand on travaille par forte chaleur. Et il y a aussi les effets de la chaleur eux-mêmes sur l'organisme. Ça peut aller de la migraine au coup de chaleur et entraîner le décès dans certains cas, dans les cas les plus extrêmes. Voilà, donc on renvoie à l'évaluation des risques par l'employeur. Et dès lors qu'est détecté un risque, l'employeur a l'obligation de mettre en place des mesures, de consigner ces mesures, les actions qu'il va mettre en œuvre en cas de pic de chaleur. Alors des actions qui touchent l'organisationnel, la durée du travail, des mesures techniques aussi pour empêcher le rayonnement, des mesures aussi relatives aux EPI, et puis l'apport d'eau fraîche, bien évidemment, qui permet aux salariés de se désaltérer, de se déshydrater, de s'hydrater, et de se rafraîchir. Alors le décret a aussi un arrêté qui le complète, puisqu'il permet de définir ce qu'est un épisode de forte chaleur. Et là, on a lié... c'est une grande innovation, ce qui n'existait pas. On a lié ça au dispositif de vigilance de canicule de Météo France. Et un épisode de forte chaleur se comprend dès lors qu'on atteint le niveau jaune, vigilance jaune canicule. Donc là, l'employeur doit dérouler ses mesures de prévention qu'il a préalablement définies au vu de son évaluation des risques et les dérouler de manière graduée si toutefois l'épisode de chaleur intense s'accentue, s'intensifie. Voilà, donc c'est vraiment être au concret, les mesures, ça appelle ce décret la mise en place de mesures très concrètes de lutte contre la chaleur. Et il y a aussi quelque chose qui est intéressant, il y a encore deux choses intéressantes dans le texte, c'est l'organisation du signalement, en fait, quand il y a un salarié, les collègues observent qu'il est en souffrance par rapport à la chaleur, organiser le signalement et la prise en charge en cas de souci. Et une autre disposition qui fait du risque chaleur un sujet de coactivité, puisque le PGC, le PPSPS sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics et le plan de prévention en cas d'entreprise extérieure doivent aussi intégrer la dimension chaleur.
Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut dire sur l'économie du texte bon, alors il y a des entreprises qui agissaient déjà bien entendu selon risque chaleur dans le cadre de la mise en œuvre des principes généraux de prévention, mais là ça a le mérite d'affirmer les choses. Et l'inspection du travail se voit dotée aussi d'une possibilité de mise en demeure préalable à procès verbal, donc de mettre en demeure l'employeur d'élaborer ce plan d'action sous respect d'un certain délai. On voit un renforcement du rôle de l'inspection du travail qui monte de ce côté-là. Justement, peut-être avec, si je peux me permettre, votre casquette quasi judiciaire de ce côté-là, comment vous voyez, Maître Ledoux, évoluer, encore une fois, peut-être les éventuels contentieux ah oui, pardon. Merci. Je crois qu'au-delà de l'actualité du sujet, évidemment, ce qui est intéressant sur ces histoires, c'est que ça fait partie des sujets de prévention qui se prêtent mal à la mesure, comme la charge de travail, comme les TMS finalement, comme la pénibilité. C'est pas facile de mesurer tout ça. Hein. Et ça inquiète beaucoup les préventeurs, qui sont quand même méchamment technocentrés, et ont du mal à dire que c'est pas mesurable, c'est pas complètement mesurable, donc c'est inquiétant, notamment dans le champ de la responsabilité. Alors sur ces sujets, évidemment, il y a des obligations légales. On doit s'adapter aux changements de circonstances, on doit s'intéresser aux ambiances thermiques, à la ventilation, à l'aménagement des poches. Le maître d'ouvrage lui-même doit d'ailleurs construire des équipements compatibles. Bon, tout ça évidemment doit figurer. Et d'un point de vue plus judiciaire, on voit bien que, vous savez qu'en matière de responsabilité civile, depuis 2015, on ne parle plus d'obligation de sécurité de résultat, on parle d'obligation de prévention. Et qu'en cas de pépin, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie, s'il prouve, qu'il est capable de le mettre sous les magistrats, qu'il a respecté la logique des principes généraux de prévention, autrement dit, une bonne évaluation des risques et puis des bons plans d'action adaptés. Et tout ça tracé dans le document unique et surtout dans les plans de prévention, dans les protocoles divers et variés. Voilà. Donc, la circulaire en question est suivie de recommandations. Et donc, effectivement, en termes de responsabilité, surtout civile en tous les cas pour l'instant, c'est clair que en cas de pépin, l'employeur va devoir justifier, alors déjà qu'il a respecté les règles légales, mais qui sont quand même assez imprécises quand même globalement, et qu'il a surtout respecté les fameuses recommandations. Donc ce qui est intéressant dans la circulaire, c'est quand même toute une série de recommandations, alors que certaines entreprises respectent déjà, notamment dans le BTP, notamment dans les majors du BTP, ça fait longtemps qu'on s'adapte effectivement à ces questions-là, en tous les cas plus ou moins bien, mais on voit bien que ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est en train d'objectiver des mesures qui ne sont pas fondamentalement très précises. C'est important ce que vous dites sur la montée de l'objectivation, et ça rejoint ce que disait Franck-Marie tout à l'heure sur le besoin d'indicateurs. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de furieux besoins de pouvoir mesurer réellement à la fois l'impact des choses et puis les employeurs ont besoin de repères. Alors de repères, vous savez qu'il y a toujours besoin de règles, mais les employeurs doivent aussi apprendre à gérer l'imprécis, les choses qui sont dans lesquelles le droit qui gère tout ça est un droit mou, et qui est donc en soi inquiétant, de responsabilité, parce qu'en même temps, les employeurs veulent respecter des règles, et là on leur dit, vous respectez des règles, mais c'est du droit un peu flou, un peu mou. Voilà. Donc c'est le sujet intéressant, c'est là pour développer la fameuse culture de prévention. Pour moi, c'est cette culture de curiosité, de prévention, de ne pas se contenter, vous parlez de la sécurité réglée, c'est le code du travail, et la sécurité gérée. Voilà, parce que les salariés, tout n'est pas, il y a plein d'imprévus au travail, sans arrêt il peut se passer des choses qui ne sont pas prévues au programme, qui viennent bousculer la sécurité réglée, et ça, il faut, on en parle tout à l'heure, acculturer les gens. Et puis le vrai problème d'ailleurs, quand on réfléchit bien dans pas mal d'entreprises finalement, on a tout ce qu'il faut. On a un code du travail qui lui aussi est un peu obèse, mais très précis. On oublie toujours que c'est des retours d'expérience, donc ça n'a pas été inventé au ministère du Travail, c'est au fil des problèmes, on a posé des règles. Bon, on a souvent des formations de bonne qualité. Le grand problème, c'est l'adhésion des salariés. C'est le dernier kilomètre, quelque part. On a des règles. Dans l'entreprise la plus vertueuse possible, il y a des règles, il y a des formations, il y a un encadrement, mais il reste le dernier kilomètre, l'adhésion des gens, et là c'est totalement l'évolution culturelle, et c'est pas en cours à mon avis.
La santé physique et mentale, on l'a dit, est au cœur de la vie professionnelle. Progressivement, il faut continuer à pousser. Je pense qu'on va continuer à s'améliorer. J'espère le plus vite possible, mais bon, je ne veux pas non plus me faire trop d'illusions, mais on devrait continuer à s'améliorer. Donc la formation, les sensibilisations sur tous les sujets, des sujets, vous voyez, qui sont les problèmes de chaleur, c'est à la maison et au travail. Hein, travailler en haut de l'échafaudage, c'est pas tellement à la maison. Hein, alors que chaleur, on est sur des risques qu'on peut percevoir dans sa vie perso et au travail. Donc je pense que en tout cas, cette circulaire est intéressante parce qu'elle rappelle des choses et qu'elle donne des pistes. Mais elle donne des pistes, concrètes. Je vois Sandrine qui piaffe, donc vous justement sur ces questions-là et sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la façon dont ça percole, si on peut dire, auprès des salariés, enfin auprès de l'engagement et du travail direct. Et puis après j'aurais une autre chose, je vais faire comme Franck, je vous l'ai dit là maintenant parce qu'après je risque de l'oublier. On l'avait il y a 15 jours ici même. Quelque chose qui est sur un autre problème, qui est un autre des freins, qui est la transversalité. C'est-à-dire qu'en gros, comment faire travailler ensemble des gens qui sont chacun en train de courir dans leur couloir de façon pas complètement simple, notamment pour intégrer l'impact travail des questions d'environnement. Oui, j'ai envie de rebondir sur ce que vous évoquiez sur gérer l'imprécis, parce qu'effectivement la réalité du travail c'est ça en fait. Hein, et donc c'est vrai que le décret il offre le cadre qui est absolument essentiel, hein, mais après c'est effectivement comment on va finalement le mettre en œuvre de façon très concrète. Et ça finalement, enfin, l'expérience encore très récente de la semaine dernière de cette canicule, en fait, finalement, elle nous démontre aussi que finalement, c'est presque chaque situation individuelle qu'il faut intégrer dans le collectif. Hein, une personne qui habite dans un logement qui est un four thermique, eh ben, il a plutôt intérêt à venir dans un endroit régulé où il y a effectivement de la climatisation. En revanche, s'il a 2 heures de transport sans clim, voilà, il vaut mieux qu'il reste peut-être effectivement dans son appartement ou dans sa maison qui est plus... Donc vous voyez, finalement, c'est l'idée de se dire que sur des situations de crise, il y a effectivement nécessité d'avoir ce cadre, mais que en complément, il est absolument nécessaire de réguler finalement pour faire en sorte que le collectif il continue à fonctionner. Voilà, je pourrais donner après quelques exemples, mais j'avais envie de continuer et de dire finalement cette question de la chaleur, elle nous invite aussi à aller un peu plus loin et finalement à se dire qu'il faut anticiper et réfléchir aussi à ce que sera demain. C'est des éléments qui sont de nature à transformer le travail. C'est des transformations profondes. Si effectivement la crise climatique s'installe, les chaleurs vont être de plus en plus importantes. Il est nécessaire de gérer la crise aujourd'hui, mais comment on fait pour le futur? Comment on fait pour le futur? Alors, si je peux me permettre, parce que je vois le temps qui... Je vous fais passer votre tour, mais je vous filerai la parole tout à l'heure. Juste pour... Maintenant, notre troisième sujet, parce que le futur, c'est les jeunes. Bon, transition facile, mais c'est vrai quand même. Globalement, alors là maintenant, et on sait effectivement qu'ils payent, enfin finalement les juniors, on l'a vu, même ceux qui sont quasiment hors travail classique, là je parle des très très jeunes, donc c'est encore un autre problème. Voilà. Quelle est maintenant votre position là-dessus et pareil, les priorités ou les orientations qui peuvent être assignées par le ministère et par vous-même sur l'intégration des juniors, des jeunes ou des quasiment peut-être éloignés de l'emploi aussi, c'était dans les GOP une des choses qui étaient aussi les questions d'inclusion. Voilà. Peut-être on va prendre notre troisième sujet, puis après on fonce tous sur votre sujet, à vous, de la transversalité des projets, si je peux me permettre. À vous, le micro. Rapidement, pour laisser plus de place à l'échange, la formation des jeunes, c'est un sujet d'importance également pour le ministère du Travail et toujours sur la base du plan d'action contre les accidents du travail grave et mortels. On a impulsé une dynamique qui vise à sensibiliser et informer les jeunes dès leur scolarité en lycée professionnel et en CFA. Et on porte aussi l'ambition de faire intervenir des inspecteurs du travail dans les CFA et les lycées pro pour justement évoquer ces sujets de SST dès la formation initiale de ces jeunes, puisque
Voilà, on est convaincu que s'ils entendent déjà parler de santé-sécurité dès leur plus jeune âge, c'est plus propice à la mise en place des bons réflexes professionnels. Voilà, donc il y a après le sujet des contenus de l'information. Alors je tenais à signaler un décret qui est sorti au mois de juin sur les certifications professionnelles et qui impose que les référentiels de compétences dans les certifications professionnelles enregistrées au RNCP comportent une dimension santé-sécurité au travail. Voilà, donc ça c'est une avancée certaine. Et voilà, donc en effet, on est convaincu au ministère du Travail que la santé-sécurité, c'est aussi une affaire de pédagogie, de répétition, et alors de formation aussi qui doit être sans doute la plus adaptée au poste de travail et aux risques auxquels est exposé le salarié concrètement, pour lui montrer les bons gestes métiers qui intègrent la dimension santé-sécurité, voilà, pour qu'on instaure une vraie culture de prévention. Alors on a parlé, enfin vous avez tous évoqué la formation des managers, et c'est vrai que ça c'est des pistes aussi intéressantes, puisque souvent c'est vrai que la prévention peut être l'affaire des professionnels de la prévention, mais en fait ça va être une culture qui appartient à tout le monde. Ouais. Ça c'est vraiment le mot important, c'est que c'est le fait de tout le monde, et c'est d'un côté aussi la responsabilité de tout le monde. Moi juste, j'ai une anecdote dans le sens de ce que vous disiez, tout à l'heure, quand avec John, on portait la bonne parole à une époque pas mal justement dans les écoles et dans les grandes écoles. Et moi j'étais tombé de ma chaise en allant justement dans une de ces grandes écoles d'ingénieurs, pas parisiennes, parce qu'on pourrait dire que c'est des salauds parisiens, et c'est pas faux d'ailleurs, mais bon, il n'y a pas que eux. Et là, ils nous avaient écouté tout à fait gentiment, on a fait des enfants de ce type-là, et dehors, il y en a un qui m'avait dit « Ah madame, on doit être tous ses copains, ah madame, ce que vous dites c'est bien, mais alors quand même, vivement qu'on soit aux manettes et qu'on n'ait pas à s'occuper de ces histoires de balai à chier. » Pardon, mais c'était en grosse. Oui, je vais vous dire, nous on intervient dans pas mal d'écoles d'ingénieurs, mais au mois de juin, oui, ils sont vautrés dans l'amphithéâtre, ont envoyé des SMS à leurs copines, couche toujours, tu m'intéresses. Alors, certains, effectivement, c'est pas inutile, hein, mais il y a un véritable enseignement, comme on informe le numérique, comme la finance. On a l'impression que la santé au travail, finalement, n'a aucune espèce d'importance quand on dirige une entreprise. Vous voyez, en termes de valeur, ce serait quand même fondamental, un trimestre, mais noté. Voilà. Puis juste sur le sujet, les stagiaires et tout ça sont des travailleurs, d'accord. Et on voit bien l'injonction paradoxale pour les employeurs. D'un côté, effectivement, il faut bien, s'ils veulent apprendre un métier, qu'ils l'exercent, hein, et en même temps, il faut effectivement qu'ils exercent ce métier en toute sécurité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en 2015, on a supprimé l'autorisation préalable de l'inspection du travail. Maintenant, c'est une déclaration, on est censé évaluer les risques, et l'inspecteur peut contrôler a posteriori, voilà. Donc effectivement, il y a de plus en plus d'accidents, malheureusement, enfin il y en a de plus en plus d'ailleurs. On en parle en tous les cas de plus en plus, hein, chez les jeunes. Hein, moi je vois sur 10 accidents qu'on traite, il y en a au moins 2 ou 3 qui concernent des gens très jeunes, moins de 18 ans ou juste à 18 ans. Donc c'est un vrai problème, mais on voit bien qu'en même temps, dans les formations professionnelles, il faut bien que les jeunes se forment. Et on ne peut pas les former de façon traitement et uniquement sur le sol. Voilà, exactement. Donc il y a un petit problème, mais on peut le régler par la formation, hein, par l'encadrement, et notamment l'enseignement technique. Hein. L'enseignement technique avec une ou 2 heures de formation, les tuteurs, les encadrants, les maîtres de stage, eux aussi doivent être formés. Sont-ils d'ailleurs très formés là-dessus? C'est pas sûr. Donc il faut travailler là-dessus, c'est des gens tous les 4 manches de poids. Alors, vous avez besoin de 30 secondes, parce qu'après, c'est lui qui est déjà... Juste une chose, j'aborde complètement, effectivement, dire que c'est important qu'effectivement une personne expérimentée dans l'entreprise puisse effectivement transmettre ses savoir-faire de prudence à ces jeunes qui intègrent, enfin jeunes ou moins jeunes qui intègrent une entreprise. L'environnement de travail doit être absolument au cœur de ces réflexions. Et puis deuxième, juste illustrer ce que vous disiez, effectivement la ludopédagogie c'est super intéressant. J'ai des collègues qui ont créé des jeux justement, jeux d'essai de famille sur sécurité et santé au travail, parce que du coup ça permet d'intégrer, de tester et de mieux intégrer finalement. Il y a une grande créativité de ce côté-là. C'est un coup, pardon. Vous avez charge, vous êtes en 30 secondes parce que vous avez tous les droits, et notamment celui de démarrer le débat. Donc allez-y, ne pas celui de s'en aller. Voilà. Non, je ne vais pas en abuser. Non, je voudrais surtout essayer de poser une question un peu de principe sur le sujet suivant.
on est un petit peu en France, on est un petit peu schizophrène, parce que d'un côté, et vous l'avez souligné, confrère, d'un côté, on se plaint d'une hypertrophie des règles et d'une épaisseur du code du travail, qui est réelle factuellement, et d'un autre côté, on veut effectivement être rassuré sur un certain nombre de choses. J'essaie de traduire ça concrètement par rapport au sujet qui nous réunit ce soir. Quand vous regardez le droit du travail en matière de santé-sécurité, vous avez ce qu'on appelle une liste de principes généraux de prévention. Ces principes généraux de prévention, ils sont limpides, ils sont simples. Évaluer les risques, éviter les risques, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux, donner la priorité à la protection collective par rapport à la protection individuelle, etc., etc. Quand on regarde ensuite la réglementation domaine par domaine, on constate quoi? Aux surprises, que la plupart du temps, allez, je vais me hasarder à une estimation, dans au moins 80% du contenu de cette réglementation, c'est une déclinaison technique, pratique, concrète de ces principes généraux. Comment faire? C'est-à-dire, voilà, comment on fait concrètement sur ce sujet précis pour évaluer les risques? Comment on fait concrètement sur ce sujet précis pour remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux? Et résultat, une large partie de l'hypertrophie de notre code du travail vient du fait en réalité qu'on se sert de l'outil réglementaire, non pas comme un outil prescriptif, parce que la prescription, elle existe déjà dans les principes généraux de prévention des risques. Mais on s'en sert comme d'un outil en réalité pédagogique. Je rebondis sur le décret forte chaleur, que vous évoquiez tout à l'heure. Dans ce que vous avez indiqué, il y a des choses qui sont vraiment normatives, comme par exemple, effectivement, un pouvoir de mise en demeure donné à l'inspection du travail. Ça, il faut un décret, effectivement. S'il n'y a pas le décret, c'est pas possible. Donc très bien. Mais en revanche, il y a un certain nombre de choses qui ont plus de mon point de vue, mais quand je dis ça, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le décret, hein. Je prends juste l'exemple du décret pour illustrer mon propos plus général. Non, mais bien sûr, qui sont juste l'illustration pédagogique de la manière, en réalité, d'appliquer sur le sujet des fortes chaleurs les principes généraux de prévention. D'ailleurs, on le voit bien à un moment donné, le décret, je crois, mentionne différents leviers, l'aménagement du temps de travail, l'organisation du travail, etc. Et on voit bien que la mention de ces leviers, en réalité, a une finalité, en réalité, pédagogique. C'est-à-dire, en réalité, on va écrire ça pour que vous puissiez visualiser un certain nombre de leviers qu'il va falloir utiliser pour traduire dans les faits cette application des principes généraux de prévention des risques. Alors, si j'ajoute à ça, je vais rebondir sur la question du dialogue social, si j'ajoute à ça que moi je crois beaucoup au dialogue social, et je trouve effectivement, vous l'avez souligné tout à l'heure à juste titre, que ça a été un des ingrédients intéressants dans la question des JO, la charte sociale, de ce que vous évoquiez tout à l'heure. Mais, pour tout de suite nuancer le propos, qu'est-ce qu'on constate quand on lit chaque année le bilan, qui est toujours une mine d'informations qui est passionnant, le bilan publié par la DGT, de la négociation collective? On constate qu'en réalité, les thèmes relatifs à la prévention des risques et à la santé-sécurité au travail, et même aux conditions de travail, presque, plus largement, sont des thèmes qui sont très minoritaires dans les thèmes qui sont traités par les accords collectifs, par la négociation collective. Alors pourquoi ? Peut-être je vais me hasarder là aussi à une tentative d'interprétation, de réponse à ce pourquoi. Peut-être qu'en réalité, la négociation collective, elle s'exprime avec d'autant plus d'effectivité et d'autant plus de puissance quand elle a un enjeu, quand elle perçoit un enjeu pour s'exprimer avec d'autant plus d'effectivité et de puissance. Dans un domaine qui n'a rien à voir, qui est celui des licenciements économiques, quand on est passé à l'époque, je crois que c'était la réforme de 2013, quand on est passé d'une situation où on pouvait négocier certaines choses à une situation où il fallait un accord majoritaire et on pouvait négocier carrément le PSE, on est passé de 1/4 à 2/3 à peu près d'accords collectifs. Parce que on a donné de l'enjeu, on a mis de l'enjeu dans la négociation. C'est-à-dire on a dit aux acteurs, vous avez un intérêt à faire ça, vous avez un enjeu à faire ça,
parce que vous pouvez vous approprier un certain nombre de sujets et avoir une vraie capacité d'action sur un certain nombre de sujets. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, et je verse ça à la réflexion, si à la place du décret en question, on était capable de dire, bah, écoutez, c'est à vous, négociateurs des accords collectifs, de traduire dans les faits, dans l'entreprise ou dans la branche, selon le cas, la manière dont vous allez décliner les principes généraux de prévention. Et nous, ce qu'on prescrit, c'est seulement supplétif. C'est-à-dire, c'est si vous êtes... Donc, vous avez un enjeu à adapter à votre situation de la manière la plus adaptée possible, effectivement. Et vous pouvez vous appuyer, j'évoquais tout à l'heure la certification, pour éviter d'aller sur des directions qui ne seraient pas... comment dire, très orthodoxe ou pas très carrossable. Vous pouvez vous appuyer sur de la science technique, vous pouvez vous appuyer sur des certificateurs, etc. Je pense qu'il y a un vrai sujet de réflexion par rapport à ça. Si on veut que le dialogue social s'exprime plus, et si on pense que c'est bien qu'il s'exprime plus sur ces sujets, qu'il soit plus effectif sur ces sujets, c'est de donner de l'enjeu, donner de la capacité à se saisir de ces questions. Voilà. Mais merci parce que, merci Franck, et ça c'est l'éternelle question de ben voilà, régulation, négociation, comment je mets le palonnier pour pas me... Il ne faut pas vous mettre à tourner en vrille complètement. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Alors, le micro. L'obligation de prévention, c'est l'employeur. Oui. Ouais. Et donc, si on se mêle de ça, on se substitue à l'employeur, on ne veut pas prendre de responsabilité, ce qui d'ailleurs ressort. Ce qui est le jeu régulier de si tu m'encadres trop, moi je fais plus rien. Voilà. Ça c'est toujours l'éternelle question. Alors on va en revenir parce qu'on en a en bout de ligne qui piaffe là aussi, et à l'autre question qui est comment donner de la transversalité. Pardon, parce que il y a 15 jours on avait un truc, alors on va faire la même chose avec vous Franck, on avait un non-membre qui sortait un bouquin que je vous conseille, qui est d'ailleurs génial et qui s'appelle Recivilisation, qui lui est plutôt, alors lui c'est un fanat du développement durable, ça a été dans le temps, il est plutôt de ma génération que la vôtre, si je peux me permettre, même un peu plus, donc il a été délégué interministériel à la qualité de vie tout court, pas à la qualité de vie au travail, voilà, très environnemental, donc son truc était là-dessus, et on avait justement sur tout ce sujet qui était quel futur désirable voulons-nous construire, on avait réuni, donc il y avait lui qui était, j'allais dire le prétexte, et voilà, mais aussi quelqu'un de l'ADEME, donc des territoires, profondément des territoires, et donc il voyait comment on articuler ça, et on voit bien que maintenant tous les sujets sont globalement dans ce sens-là. On avait aussi, donc là c'était plutôt côté entreprise, un chef d'entreprise, là c'était quelqu'un qui a Harmonie Mutuelle, dirige, pilote à la fois, ce qu'il appelait, je trouve que l'appellation est sympa, c'est à la fois impact et santé durable. Et donc on voit bien, encore une fois, l'intégration de cet ensemble-là, et puis côté syndical, quelqu'un de la CFDT sur ces questions-là, et en même temps, parce que nous c'est notre truc, aussi intégrant l'innovation. Et on voit bien l'énorme besoin de transversalité là-dedans, et moi je rebondis pour mélanger ça, puis peut-être passer la parole. Je vois qu'il piaffe, apparemment, c'est Patrick Benjamin, il est toujours là. Ah ben non, il a disparu. MIF alors. Bon, alors tant qu'il va faire son lit, sinon on lui demandera de se... Il est à Cherbourg, c'est bon. De se rebrancher. Oui, vous croyez qu'il y a de la pluie sur les ondes, et des parapluies, non, c'est pas et donc, là, l'idée, c'est un peu... Alors, je vais vous passer la parole là. C'est de fonctionner par projet. Parce que ça, effectivement, pourquoi est-ce que les JO... Enfin, je suis quand même bien reculé, là. Pourquoi est-ce que les JO, ça marchait? C'est parce que c'était un truc qui était, comme vous disiez, c'était périmétré dans le temps, dans la responsabilité. Je dirais qu'il y avait un objectif de résultat. Le père Ferrand, parlons de la père Ferrand, c'est quand même ça, Nicolas Ferrand qui avait ça, puis Kresinski, derrière, ils avaient cet objectif globalement de dire ça dans quelque chose de tout à fait périmétré. On espère que ça sera, et avec vraiment l'objectif contractuel, c'est-à-dire qu'il y avait des engagements contractuels là-dessus. Mais juste pour rebondir, on a déjà connu ça il y a une vingtaine d'années. Je vois quand on a construit le technocentre Renault, pareil, c'était un chantier considérable, très encadré, il n'y a pas eu le moindre pépin grave. Et donc l'idée là, c'est vraiment de prendre des trucs périmétrés. Alors je vois qu'il est revenu, mais alors on va peut-être avoir un problème,
c'est que Monsieur Patrick Benjamin, je vous vois double. Et je ne suis pas accusé de strabisme particulier en ce moment. Donc apparemment, vous avez 2 comptes là, dont un est rouge. Pas bon signe. Mais voilà. Patrick, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pourriez mettre votre caméra? Est-ce qu'on le voit? Oui. Bah voilà, Oui, bah, voilà. Le voilà. Bon, bah alors, bon, et donc, mis à part de vous faire un grand salut, Il est au soleil en plus. un grand salut local, c'est que ce que vous nous disiez, ce que vous me disiez tout à l'heure, j'allais dire par mail, c'était ce que vous annonciez, j'allais dire justement plutôt dans votre coin que les coins parisiens, du côté de la Glaise, et qui était le grand projet qui va être là. Comment vous voyez les choses et sur cette question de dire on va prendre un projet et essayer finalement de le faire gagner en fédérant dialogue social que vous disiez là, voilà, donc à vous Monsieur Patrick. Dialogue social que vous disiez là, voilà, donc à vous Monsieur Patrick. Merci de m'accueillir et puis merci beaucoup pour ce genre d'échange auquel je participe déjà depuis 2 ou 3 webinaires avec vous. D'abord, me présenter, Patrick Benjamin, je suis secrétaire du GEPI. Le GEPI, c'est un réseau de préventeurs qui existe depuis bientôt 30 ans exactement, et créé en 95 à l'époque de la mise en œuvre des textes sur la collectivité, décret de 92, 94. Et puis depuis, on se réunit régulièrement, une fois par mois en webconférence depuis la Covid, parce que c'est un sujet très facile à mettre en œuvre. Et ensuite, on se rencontre régulièrement sur nos sites respectifs. Le GEPI comprend aujourd'hui près de 150 entreprises, ce sont les grandes entreprises. Je ne vais pas toutes les citer, mais vous avez EDF, Airbus, RATP, etc. Et parmi le GEPI, nous avons des préventeurs, des médecins du travail. Et notre réseau aujourd'hui, c'est effectivement la prévention. Et on intègre dans notre réflexion nos sous-traitants. Globalement, c'est entre 8 et 10 millions de salariés qui sont sous notre coupe. Moi, ce que j'ai bien apprécié, là, c'est l'intervention, bien sûr, de Maître Michel Ledoux, avec qui on travaille régulièrement, parce qu'il nous apporte aussi pas mal de conseils. Sachez que les préventeurs aujourd'hui qui sont dans le GEPI, ce sont d'une manière générale des Bac plus 5. Hein, ce sont des gens qui ont progressé dans le domaine de la prévention. Et pour vous informer que ce poste, il était généré par la directive de 89, que tout le monde connaît ici, mais jamais mis en œuvre en France réglementairement. C'est tout simplement la loi du 20 juillet 2011, je m'en souviens parce que le GEPI a participé à sa création, où le législateur a expliqué qu'il fallait une personne chargée de la prévention des risques professionnels qui était là pour conseiller l'employeur dans les démarches de prévention. Alors, ce que j'ai bien aimé dans vos démarches depuis quelques temps, c'est cette notion de charte sociale, ce qui a été édicté par les JO 2024, que l'on a mis sur la table assez rapidement. Sachez que dans la plupart des entreprises du GEPI, la plupart c'est peut-être 90% aujourd'hui, nous travaillons avec nos sous-traitants. Les sous-traitants sont intégrés dans les démarches de prévention et dans les objectifs à atteindre. Et la solution, je l'ai entendu mettre, je n'ai pas son nom en tête tout de suite, mais faire partager un peu les objectifs avec des chartes de sécurité, santé-sécurité que l'on valorise avec eux, avec des objectifs, de manière qu'ils soient tous intégrés. Et cette démarche se met en place très en amont, lorsqu'on contracte avec une entreprise. On a aussi une démarche de prévention intégrée que doit respecter l'entreprise. Voilà. Alors, ce qui va se passer dans le Cotentin, j'ai averti, bien évidemment, par rapport à la réunion de ce soir, ce qui va se passer, c'est que j'ai exercé dans cette entreprise du Nord-Cotentin qui est à l'ouest, où il y a du soleil, comme le disait tout à l'heure Maître Ledoux. J'ai exercé pendant une bonne vingtaine d'années avant de prodiguer mes conseils au niveau d'Areva à Paris. Et il se trouve que le site a aussi une bonne trentaine d'années et il est en phase de revamping, si on peut dire. Et il y a un projet qui vient de naître et qui a été présenté récemment à la presse avec justement le directeur de Solideo qui a exercé pendant les Jeux Olympiques, qui n'est autre que Nicolas Ferrand, qui est le chef de projet
de ce grand projet qui va faire un revamping sur les années à venir, jusqu'à 2040, où on prévoit un grand chantier, comme elle a été d'ailleurs le grand chantier de la Hague dans les années 90, et qui va réunir entre 12 et 15 000 salariés, avec une démarche de prévention très en amont, hein, c'est-à-dire on a présenté le cadre, on réunit les entreprises, et maintenant on va les faire intégrer dans la phase réalisation. Et contrairement à ce qui s'est fait auparavant, l'idée de ce que je sais, c'est qu'il se formalisera sur l'ensemble du département de la Manche, à savoir que les aménagements et autres seront dispersés, contrairement à des projets comme le PR que nous avons vécu, où tout était sur place. Là, il y a plusieurs étapes de réalisation par rapport à ce qui va se faire. Voilà, c'est ce que je voulais dire, apporter mon grain de sel avec ces quelques mots. J'ai aussi entendu parler en début de réunion, j'ai des difficultés à me connecter, cette notion d'écoute du salarié. Je voulais simplement dire que dans les entreprises aujourd'hui que nous avons, les 150, nous appliquons les principes généraux de prévention et nous avons mis en place dans les démarches, je dirais pas de jeu, mais des démarches de suivi sur le terrain, ce qu'on appelle des visites de sécurité avec le N et N+1, 2 personnes qui vont régulièrement sur le terrain pour écouter et échanger avec les salariés sur leur poste de travail. C'est une démarche qui existe depuis une bonne vingtaine d'années. Je pense pas qu'on ait besoin de créer un nouveau principe de prévention. C'est au moins de l'avis des 150 préventeurs du GEPIC qui en parlaient récemment. Voilà, je voulais juste rajouter ces quelques mots. Sur votre expérience et votre expérience de préventeur et d'animation globalement de réseau de prévention. Et puis c'est vrai que quand vous m'avez envoyé, merci à vous, l'article sur le grand projet le grand projet de la Hague, ce qui est vraiment et surtout avec à sa tête Nicolas Ferrand, parce que comme toujours, la qualité des personnes et l'impulsion et la dynamique est donnée par les individus, vous en savez quelque chose puisque vous le faites vous-même, est tout à fait juste pour vous dire les choses, quand on en discutait, je dirais justement avec Bernard Thibault pour dire les choses, et puis donc je veux le citer, et comme l'autre Bernard, pardon parce qu'il est mort là maintenant, mais qui était Bernard Lapasset, et qui est celui qui a fait gagner d'un certain côté les jeux, que c'est lui qui l'a porté, c'était l'ancien président de la fédération de rugby, d'abord française et ensuite internationale. Et alors, est-ce que ça a été ou pas, mais en tout cas l'originalité, le fait d'avoir cette charte sociale, ces engagements, et donc ces engagements pris par tous les employeurs signataires, c'est tout à fait important. Donc tout ça pour dire, pour en discuter derrière avec lui, et j'aimerais qu'on reprenne votre idée là-dessus, c'est que le projet d'objectif clair, du même type, il y aura d'autres difficultés, c'est beaucoup plus petit, tout ça, ce qu'on veut ou autre, c'est les Jeux Olympiques des Alpes en 2030. Il y a ça, avec voilà. Et puis il y a aussi, mais il y en a d'autres, et ce que je lui dis là, c'est que ce qui serait important, alors je sais qu'il en a parlé plus ou moins avec, enfin plus que moi, avec globalement la ministre du Travail là-dessus, ce sont justement des chantiers spécifiques. Et des chantiers spécifiques qui soient exemplaires, je voudrais bien qu'on reprenne ce thème-là aussi, de la commande publique. C'est-à-dire que comment, il y a des chantiers privés, mais il y a aussi des chantiers publics, et de ce côté-là, il y a une forme, j'allais dire, d'exemplarité à la fois de ceux qui sont les grands donneurs d'ordre, que de ceux qui sont la chaîne des preneurs d'ordre, si on peut dire, là-dessus, qui doivent, alors, moi je vois les difficultés que j'ai eues, par exemple, à préparer ce truc-là, et à voir les entreprises. Je dirais que c'est une forme de devoir des entreprises qui ont répondu à ça, c'est d'être au moins, alors on ne leur dit pas le montant de leur truc, mais voilà. Et donc, sur ces questions-là... Non, mais je partage complètement ce qui a été dit, et vous l'avez souligné, on l'a dit tout à l'heure, l'un des facteurs de succès, on va dire, de ce type de démarche, c'est la mise en tension dans le cadre d'une logique de projet, se sachant observer, regarder, évaluer, etc., de l'ensemble des acteurs. C'est vraiment la clé. Donc vous citiez l'exemple du Technocentre qui était dans le même cas. Et si on peut reproduire effectivement pour les JO de 2030 dans les Alpes, effectivement la même méthode, c'est quelque chose qu'il faut encourager, bien évidemment. Non, je voudrais rebondir sur un truc qu'on n'a pas encore évoqué, ou alors on l'a évoqué en filigrane. Vous évoquiez tout à l'heure l'écoute. Et
M. Benjamin tout à l'heure évoquait la question de l'écoute comme ou non principe général de prévention. Je sais que c'est quelque chose qui a été mis dans le débat récemment, du fait de rajouter ou pas un nouveau principe général de prévention qui serait l'écoute des salariés. Alors moi je suis très sceptique par rapport à ça, et je rejoins ce que disait, non pas par rapport au fait de le faire évidemment, mais par rapport au fait de le rajouter comme principe général de prévention, parce que encore une fois, on va verser dans notre travers qui est de dire « Ah bah allez, je vais rajouter une ligne à la loi, tout est résolu, c'est bon, demain matin dans toutes les entreprises, parce qu'on a rajouté une ligne à la loi, on va écouter les salariés ». Évidemment non, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Donc évidemment que ce qui est intéressant, en revanche, c'est ce qui était dit par l'intervenant tout à l'heure, c'est de se servir de ce levier-là comme élément pratique et concret, ayant un impact sur, d'une part, l'amélioration des conditions de travail, et d'autre part, bien évidemment, l'effectivité de la politique de prévention. C'est de pointer du doigt le fait que avoir écouté ou écouter les salariés en situation de travail et entendre en réalité la remarque qui peut être faite sur le caractère pertinent ou non pertinent, efficient ou non efficient de tel processus de prévention, parce que c'est pour ça qu'il faut écouter les salariés. C'est pas juste pour les écouter, c'est parce qu'on considère que ça va apporter quelque chose à l'efficacité du processus de prévention. Et ça, c'est pas parce qu'on va rajouter une ligne dans la loi, au contraire, je me demande même si rajouter une ligne dans la loi, de ce point de vue-là, serait pas contre-productif. Peut-être contre-productif. Moi, je suis plutôt d'avis, effectivement, d'inciter les acteurs à se saisir de cette question dans un cadre plus global. Ce qui renvoie à la question que j'évoquais tout à l'heure, de la capacité d'action et de la faculté donnée à ces acteurs d'avoir une vraie prise sur les événements et sur, je dirais, la portée de ce qu'ils peuvent mettre en œuvre. Et d'ailleurs, et après, solidarité féminine, allez-y. Et puis, Mme Bertondito, sur le plan, vous êtes au point que... Juste un petit mot. Voilà. Sur le plan contentieux, quand on peut démontrer que ce qui a été mis en place a été négocié, discuté, non seulement au niveau de l'encadrement, mais avec les opérateurs, on sort du tribunal, je n'allais pas dire, sous les acclamations. Hein. Alors c'est rare qu'on ait la traçabilité de cette discussion. Hein, souvent, on ne pense pas à établir un petit procès verbal en disant voilà, on a décidé, c'est compliqué, on s'assure, on se met au du table, on décide de faire comme ça, on s'en sort parfaitement bien. Alors il est rare qu'on ait la traçabilité de cette... Mais c'est très... Enfin, c'est fondamental, quoi. C'est fondamental. Sandrine, à vous, en plus, vous avez le micro. Je rebondis sur votre proposition, sur effectivement, enfin, votre observation, effectivement, sur à tous les deux, sur effectivement dans le cadre d'un projet, effectivement, d'une vraie gestion de projet, et y compris sur les sous-traitants, les de premier rang, de deuxième rang, effectivement, là, ça marche. Mais moi, enfin, je rebondis aussi sur effectivement est-ce qu'il faut rajouter ou pas le principe d'écoute. Moi, j'ai pas d'avis particulier, je suis pas juriste, mais malgré tout, moi, je me pose quand même la question. Enfin, j'ouvre sur le fait que aujourd'hui, ce sujet dans les TPE-PME, comment on fait? C'est-à-dire, ça marche bien dans les grandes entreprises. Mais effectivement, dans les petites entreprises, c'est là où le sujet doit être... enfin, il y a une question. Et comment on fait effectivement dans ces petites entreprises, indépendamment de projets qui les incitent effectivement à mettre en place tout ça. Bon, peut-être qu'effectivement c'est aussi vertueux et qu'il faut démarrer par ça et amplifier ce type de fonctionnement pour faire en sorte que ça se diffuse effectivement dans l'ensemble du tissu économique. La pédagogie doit être réglementaire. Reste question. Qu'est-ce que voilà, on est en train d'arriver dans nos deux dernières minutes et donc l'idée là c'est peut-être à chacun d'entre vous, le débat il est encore largement ouvert, hein, mais voilà, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne, quels sont les points importants ou encore à creuser pour après. Moi j'avais juste une observation par rapport aux projets structurants, aux grands chantiers où c'est vrai tout le monde se met d'accord pour agir, donc il y a la maîtrise d'ouvrage qui s'implique, les partenaires sociaux pour la sécurité. C'est vrai que ces grands chantiers sont intéressants parce que souvent c'est des laboratoires pour la mise en place de mesures un peu innovantes en termes de santé-sécurité ou en tout cas sur l'application d'un certain standard en fait en termes de santé-sécurité. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les petits chantiers qui sont accidentogènes et voilà, il ne faut pas perdre de vue non plus le quotidien en fait de nombreux salariés sur le BTP pour ne parler que du BTP, mais il y a aussi d'autres secteurs d'activité qui sont
concernés par l'accident du travail. Voilà, donc c'est vraiment un sujet, je pense, qui est beaucoup plus large que les grands chantiers, même si ces démarches sont très intéressantes à observer, on les soutient totalement. Voilà, j'aimerais aussi dire qu'au ministère du Travail, nous sommes très impliqués aussi par l'idée de faire de la prévention des accidents du travail graves et mortels un vrai sujet de société. Et nous avons développé 2 campagnes de communication en 2023 et en 2024 qui ont eu le mérite en fait de mettre le sujet en avant avec comme credo la sécurité des salariés. C'est chaque jour que l'on doit y penser. Voilà, donc c'est vraiment un sujet qu'on tient à soutenir, à mettre en avant, et un sujet sur lequel il faut encore agir, puisque vous l'avez souligné, la route est encore longue. Merci, qui va avec, d'un certain côté, aussi la fragilité du capital humain, puisqu'on a tous tellement de mal à recruter. Merci d'autant plus. Alors, Sandrine, vous, le mot le cap. Le mot le cap, je vais revenir sur la question du dialogue social et du dialogue professionnel. C'est-à-dire, effectivement, le dialogue professionnel, c'est sans doute en articulant les deux. Et du coup, effectivement, on n'est plus dans le cadre réglementaire, on est bien dans le quotidien. Encore une fois, le quotidien du travail, l'analyse du travail par l'ensemble des parties prenantes dans l'entreprise. Et effectivement, c'est comme ça qu'on trouve des solutions pour les jeunes, pour les crises comme la crise climatique ou la prévention des accidents. Merci de revenir au principe de réalité de base, si je peux me permettre, et qui est les chantiers du quotidien et le quotidien. Michel, de votre côté. Juste un mot, déjà, clairement, notamment sur le plan de la responsabilité civile, la réparation coûte de plus en plus cher, coûte plus cher que la prévention. Donc au-delà d'éthique, toute éthique, c'est une idée détestable de s'imaginer qu'on va faire des économies en respectant la sécurité. La réparation coûte de plus en plus cher. Et la prévention devient chaque mois un peu plus une source d'économie. Et je parle que d'argent, de fric, je veux dire. Voilà. Autre principe de réalité, seulement il est le trébuchant. Franck, à vous alors, apporter le... Non, très rapidement, moi j'aime bien les mots-clés approche intégrée, les mots-clés efficacité et implication de tout le monde, et utiliser tous les leviers. Voilà, j'essaie, et notamment le levier du dialogue, effectivement, ça a été souligné. Voilà. Penser et agir multilevier. Alors, mon président était très très sage. Et alors attendez, que personne ne sort. Je suis très heureux du débat parce qu'on est tous à la recherche d'efficacité, vous l'avez dit. Et on est confronté dans le secteur des accidents à une difficulté un peu croissante avec la coactivité. La coactivité, c'est pas la sous-traitance. La sous-traitance, elle peut être favorable parce qu'on donne à des gens plus spécialisés des choses qu'il ne faut pas laisser entre les mains de généralistes. Il faut sous-traiter les ascenseurs, sous-traiter le gardiennat, etc. Mais la coactivité fait qu'on a 2 entités qui sont indépendantes, et il faut assurer. Alors dans les travaux publics, il y a un système un peu spécial de chantier, et ça c'est une difficulté probablement croissante de traiter avec la coactivité, qui n'est pas un mal en soi. Et puis je souscris tout à fait moi à l'idée que vous avez plusieurs fois avancé, que le mode projet, de faire avancer les choses en mode projet. Alors les Jeux Olympiques étaient un grand projet. Enfin, c'est une des voies, j'ai bien sûr pas la seule, mais c'est une des voies importantes pour faire avancer les choses. Et puis dernière remarque que je voudrais me faire, c'est que je crois que la prévention, c'est pas une affaire réglementaire et de loi, ou pas seulement, ça l'est en partie, mais c'est surtout une affaire de discipline. Et en employant le mot discipline, j'emploie un mot un peu contraignant et frustrant, mais qui montre mieux que c'est quelque chose de collectif. Il faut une discipline collective pour arriver à faire monter la sécurité. Voilà, merci à vous d'avoir... On vous applaudit, merci d'avoir été là. Alors merci à vous tous qui êtes en ligne. Et donc prochaine étape, ça va être le replay pour la semaine prochaine.
Donc le replay pour voilà, après le 14 juillet, chacun son feu d'artifice, donc c'est la vôtre, qu'on aura, et on vous remercie tous les comprenez. Et puis nos prochains sujets, le mode projet, enfin bref, il y a plein de trucs. Et grand merci à vous. Voilà, à tout bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.